J'ai réalisé qu'il y avait un cours où je ne comprenais absolument rien, c'était la finance. Je me suis dit, ça doit être intéressant quand même. Et je me suis fixé comme objectif de comprendre de quoi il s'agissait. Donc c'est un métier où on va conseiller ou prêter de la dette à des acteurs issus du monde de l'infra et de l'énergie, donc on va dire infra-énergie, en vue de leur levée de dette. Il faut postuler, il faut essayer de joindre les gens qui travaillent dans les secteurs qui vous intéressent, il faut s'informer. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance, finance de marché et conseil en stratégie et management. Je vous souhaite la bienvenue dans la deuxième saison du Career Insight, le podcast créé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces domaines. Si vous cherchez un stage ou un CDI, ou si vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur ces métiers, le podcast est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Olympe Lavergne. Bonjour Guillaume. Vous êtes Director Énergie, Ressources et Infrastructures IMIA chez BNP Paribas. Merci beaucoup d'accepter de nous parler dans le Career Insight de Training You. Merci Guillaume de me recevoir. La première question du podcast est toujours très générale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de votre parcours ? Tout à fait. Donc déjà un petit point personnel. Comme vous savez, je m'appelle Olympe, j'ai 38 ans, je suis en couple et je suis la maman d'un petit Théodore de 18 mois. Quant à mon parcours professionnel, je suis à peu près depuis 5 ans, bientôt 5 ans chez BNP Paribas. Comme vous l'avez dit, au sein d'une équipe ERI, Énergie, Ressources, Infrastructures, mais à cheval également sur une autre équipe qui s'appelle le Low Carbon Transition Group, récemment créé par BNP Paribas, au sein duquel je m'occupe particulièrement du secteur batterie, donc au cœur de la transition énergétique. J'ai commencé chez BNP il y a à peu près 13 ans, lors d'un VIE à New York. J'y suis restée un peu moins de 2 ans. Ensuite, j'ai été débauchée par une banque japonaise, SMBC, pour couvrir Southeast Asia de Singapour pendant 5 ans. Et au milieu de ce parcours chez SMBC, la banque m'a également envoyé 1 an à Londres faire du debt capital market. On reviendra un peu en détail sur tout ça. Et enfin, retour aux sources avec BNP à Paris il y a un peu moins de 5 ans. On va revenir en effet sur les principales étapes de ce parcours dans le détail, mais je commence évidemment avec le début, ce sont vos études. Vous étudiez à l'EDEC. Est-ce à ce moment-là, en école de commerce, que vous avez découvert l'univers de la finance? Tout à fait. Tout à fait. Alors moi, j'ai un parcours un peu de la mobilité, en plus de la mobilité géographique. J'ai mis un peu de temps à trouver ma voie, on va dire. J'ai commencé par une prépa littéraire et comme beaucoup, j'ai échoué à Normal Sup, sans aucune envie de cuber. Et là, j'ai eu une équivalence en droit. Arrivant en master de droit des affaires à la Sorbonne, j'ai réalisé que je voulais pas du tout être avocate. Et j'ai passé les concours passerelles des écoles de commerce. J'ai eu la chance, j'ai pas mal travaillé pour, d'intégrer l'EDEC et j'ai fait tout le cursus école de commerce. Donc je suis arrivée un peu plus vieille que tout le monde, j'avais quand même 2 ans de plus que tout le monde. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a des parcours sinueux, mais qui finissent toujours par payer. C'est intéressant d'avoir des parcours diversifiés aussi. Il faut pas s'inquiéter si on n'a pas le profil parfait, adéquat, école de commerce, prépa commerciale, école de commerce, puis banque d'investissement. Donc moi, je suis passée par plein de chemins. Et c'est là, en effet, où j'ai découvert la finance. Donc, j'ai fait un peu tous les cours. Et j'ai réalisé qu'il y avait un cours où je ne comprenais absolument rien. C'était la finance. Je me suis dit, ça doit être intéressant quand même. Et je me suis fixé comme objectif de comprendre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré précisément dans ce domaine de la finance? Mais comme je le disais, la curiosité intellectuelle, d'abord. Et puis, c'est vrai que je trouvais le combo, le duo droit, finance était assez intéressant d'un point de vue compétences. Des fameux skills. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une appétence très profonde de l'international. Je voulais absolument décrocher un job à l'étranger. Je suis fille d'expat, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et ça, c'était très important pour moi. Et à mon sens, à l'époque, et je pense que c'est toujours le cas quand même, la finance était vraiment le secteur qui me permettait le plus facilement, entre guillemets, une expatriation. Alors, pendant votre scolarité à l'EDEC, vous avez
commencez à faire des stages en finance. Vous faites une année de césure, c'est assez commun en école de commerce. Vous réalisez un premier stage au Crédit du Nord en tant que sales, donc plutôt orienté en finance de marché. Tout à fait. Et un second stage chez CACIB en financement dans l'équipe Oil and Gas. Donc là, c'est plutôt de la corporate finance. Pouvez-vous nous raconter ces deux expériences? Oui, écoutez, tout à fait. Alors, l'expérience au Crédit du Nord, en effet, finance de marché sur le trading floor, pour couvrir le risque de taux et de change. Ensuite, expérience chez Crédit Agricole dans une équipe Oil and Gas. Donc là, c'est une équipe qui s'occupait de faire l'analyse des ressources pétrolières d'un acteur pétrolier ou gazier en vue de pouvoir financer le développement pétrolifère de ce champ. On était, alors ça a été une surprise folle parce que j'arrivais d'un monde assez dématérialisé et déconnecté de l'économie réelle avec la finance de marché. C'est tout, enfin sans jugement de valeur, hein, bien évidemment, où je découvrais un monde où la finance finançait l'économie réelle, les matières premières, totalement enfin un secteur vital aux besoins de nos sociétés. Donc c'est vrai que ça a été assez transformateur pour moi et j'ai jamais pu quitter le fameux secteur énergie infra par la suite. Donc c'est vraiment cet aspect plus concret de la corporate finance, plus lié à la macroéconomie et au réel, qui vous a davantage plu par rapport à la finance de marché? Totalement. C'est vrai que pour moi, c'était important, dès le début de ma carrière, d'avoir un impact, de comprendre ce que je finançais, de voir ce que je finançais. Après, c'est encore une fois sans jugement de valeur et c'était très personnel. Mais c'est vrai que l'aspect, ce qui m'a beaucoup manqué dans l'aspect sales quand j'étais en finance de marché, c'est le manque de vision et d'impact, on va dire. Alors après, il y a ce VIE, c'est le début de votre carrière professionnelle en dehors des stages. Vous le réalisez en Project Finance à la BNP Paribas et effectivement à New York. Donc vous réussissez votre projet d'aller à l'international. D'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le métier du Project Finance? Oui, écoutez, alors, c'est un métier qui est de plus en plus connu, qui s'enseigne, il y a de plus en plus de chaires dans les écoles de commerce, mais c'est vrai que quand moi j'ai débuté, je savais pas très bien ce que c'était non plus, pour être honnête avec vous, c'est tout à fait normal. Parce que c'est vrai qu'en général, on connaît bien le M&A et puis après, bon, on se demande un peu de quoi il s'agit. Donc c'est un métier où on va conseiller ou prêter de la dette à des acteurs issus du monde de l'infra et de l'énergie, donc on va dire infra-énergie, en vue de leur levée de dette. Donc on lève de la dette ou soit à travers un mandat de conseil, soit à travers ce qu'on appelle un rôle d'arrangeur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est la banque on va passer en comité de crédit, et c'est la banque qui va déployer les fonds pour financer ces fameux projets. Donc on parle de projets éoliens, on parle de financement d'usines pour les véhicules, de batteries pour les véhicules électriques, déploiement de la fibre, de réseaux de fibre, le TGV, des barrages hydro, voilà. Donc le secteur est assez vaste. Et j'ai fait ça, et je fais ça depuis le début de ma carrière. Ce sont des grands projets qui nécessitent effectivement des financements élevés, d'où les équipes spécialisées au sein des banques. Ouais, exactement. Donc en fait, quand on a une casquette de financial advisor, notre rôle va être de monter toute la structure contractuelle et financière en vue d'approcher un marché bancaire qui va se réunir. Donc on a besoin de plusieurs banques pour monter ce type de financement, qui va se réunir puisque les besoins en capitaux sont colossaux, des centaines de millions, voire de milliards. C'est vrai surtout sur les thématiques de la transition énergétique, on est sur des thématiques très riches en capitaux et en besoin de capitaux. C'est vrai qu'on est plutôt entre 1 et 3 milliards là en ce moment sur les projets. Donc on approche le marché pour pouvoir lever cette dette. Alors pour ceux qui nous écoutent en ce moment, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'aller aussi tenter leur expérience à l'international et qui rêveraient de débuter leur carrière à New York. Comment vous avez fait? Comment j'ai fait? J'ai beaucoup insisté.
il faut faire ça? J'ai beaucoup insisté. J'étais diplômée d'une bonne école. J'avais pas tellement de réseau, pour être parfaitement transparente. J'ai eu les bons stages au bon moment. J'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup sollicité. C'était pas LinkedIn était pas ce qu'il est maintenant. On envoyait beaucoup de mails, on passait beaucoup de coups de fil à l'époque. C'était encore l'époque où on appelait les gens. C'était il y a pas si longtemps que ça, pourtant. Mais donc insister. Il faut insister. Je pense que en termes de conseils que j'aurais à donner, il faut postuler. Il faut essayer de joindre les gens qui travaillent dans les secteurs qui vous intéressent. Il faut s'informer, il faut faire sa due diligence. Donc, il faut s'informer sur les gens de ce secteur, les professionnels de ce secteur, sur les dynamiques de ce secteur. Et le jour où on part, donc il faut ne pas hésiter à demander des discussions, des cafés, être un peu bold. Et le jour où on arrive en entretien, il faut connaître le secteur et idéalement connaître un peu la personne qu'on a en face. On ne peut plus de nos jours arriver en entretien et ne pas savoir qui on a en face. Ce n'est pas possible. Alors vous avez décrit le métier du Project Finance. En tant que junior dans cette équipe, concrètement, à quoi ressemblait votre quotidien? Pas mal d'heures de travail, tout de même. On va quand même appeler un chat un chat. Pas mal de financial modeling, beaucoup d'écoute sur les calls clients, beaucoup de questions aux seniors. Toujours poser beaucoup de questions et toujours essayer d'être présent sur tous les sujets. Donc c'est vrai que quand on est junior, on est rarement copié sur tout, on n'est pas présent sur tous les calls, et donc toujours être en demande. Attendez, j'ai cru comprendre qu'il y avait un call, j'aimerais bien la prochaine fois être sur ce call. Attendez, il y a une conférence, est-ce que c'est gratuit, payant? C'est gratuit, est-ce que je peux vous accompagner? Donc toujours être en demande et toujours vraiment être proactif et à la recherche de toutes les ressources qui nous sont données. Parce que la réalité, c'est que c'est quand même très fast-paced, que les gens sont là pour vous former, mais ils ont beaucoup de choses à faire aussi. Et donc, il faut être très proactif dans cette recherche-là d'informations, de savoir, parce que c'est très riche tout ce qu'on a, mais ça ne vous tombe pas dessus non plus. Donc ça, il faut être très proactif. Alors après ce VIE à New York, vous allez poursuivre votre carrière à l'international et vous changez de continent. Des États-Unis, vous dirigez vers l'Asie, Singapour précisément, parce que vous rejoignez la SMBC, donc pour Sumitomo Mitsui Banking Corporation, une banque japonaise. Et là, vous allez rester 6 ans. Pourquoi cette transition de New York à Singapour? Pour 2 raisons très simples. La première, c'est que mon visa VIE aux États-Unis ne me permettait pas de rester aux États-Unis. Donc ça, c'est la règle pour tout le monde. Donc en fait, on signe un contrat avec l'immigration américaine qui nous oblige à partir pendant 1 an des États-Unis. On est absolument inemployable sur le territoire américain. Et à l'époque, BNP ne me proposait que Paris ou Bruxelles. Et je n'en avais absolument pas envie à l'époque, du moins à l'époque. Et il s'avère qu'au même moment, j'ai été sollicitée par cette banque SMBC, que je connaissais assez mal, pour être honnête, à l'époque. Et ça s'est fait assez rapidement. L'aventure continuait. Donc c'était très excitant, assez terrifiant aussi, parce que c'est très loin, Singapour. Je crois que j'étais partie en backpacking une fois en Thaïlande, mais sinon j'avais jamais mis les pieds en Asie. Mais voilà, je pense que c'est important au début d'une carrière de faire des choix courageux, même s'ils sont moins confortables. Alors, vous l'avez dit, c'est 6 ans dans cette banque à Singapour, excepté quelques mois à Londres. Non, tout à fait. Et là, vous allez occuper différents rôles sur différents postes. Le Project Finance, évidemment, dans différents secteurs, oil and gas, power, infra, ENR, mais aussi le Structured Finance ou le DCM. Quelles sont les grandes différences entre ces métiers du financement et de la dette? Finalement, pas beaucoup de différences. C'est-à-dire que ce qui va systématiquement être commun à tout ça, c'est le conseil et ou le financement d'un projet avec un sous-jacent énergie infra. Donc, on finance un actif, énergie ou infra.
ce sont des équipes qui, à l'époque ou toujours maintenant, ça dépend, se sont indifféremment un peu appelées Project Finance ou Structured Finance. Pourquoi Structured? Parce que c'est un financement extrêmement structuré qui requiert, donc comme je le disais, beaucoup de structuration, dans la mesure où en fait c'est un financement non-recourse, c'est-à-dire que en tant que banque, nous, quand nous prêtons, nous n'avons absolument aucun recours sur ce qu'on appelle le sponsor, c'est-à-dire le maître d'œuvre. Typiquement, Vinci qui a besoin de construire une autoroute au Ghana. C'est un financement non-recourse, donc je n'ai absolument aucun recours sur mon client. Je n'ai uniquement que l'actif qui est qui n'est même pas construit. Donc, il y a une phase de due diligence qui est très, très importante pour que nous, on puisse s'assurer que ce projet va être construit correctement et va être en mesure d'opérer, parce que nous, c'est à partir du moment où le projet entre en opération et génère des cash flows qu'on peut se repayer. Mais si ça ne fonctionne pas, moi, je me retrouve uniquement avec mon projet. Voilà, je ne peux me retourner contre personne. Et l'avantage aussi de ce financement pour le client, c'est que c'est un financement la plupart du temps. Bon, il y a des petites exceptions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est considéré off-balance sheet, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans la balance sheet de notre... et comme il y a un besoin de dette qui est colossal, en général, on a des clients qui sont plutôt contents que les 1 milliard ne soient pas consolidés. Donc la contrepartie pour l'investisseur, j'imagine que c'est une rémunération plus élevée, puisque le financement est plus risqué que le project finance, où vous avez cette possibilité d'avoir un recours face à votre client. Non, alors en fait, les deux types de financement sont exactement les mêmes. Sont vraiment exactement les mêmes. La seule différence qu'il va y avoir, c'est quand on est conseil, on va pouvoir utiliser différents instruments financiers, pas uniquement de la dette bancaire. Typiquement, on peut avoir recours à des fonds, donc des investisseurs institutionnels. Donc, on va avoir une tranche dite institutionnelle ou un bond. Et donc là, c'était quand j'ai fait mon année en DCM en project bond. Là, on émet un bond en vue du financement d'un projet infra énergie. Et c'est un instrument qui est lié aux pratiques et aux contraintes, enfin qui a une méthodologie très particulière liée aux pratiques et aux contraintes des marchés de capitaux. Alors effectivement, on précise un DCM, c'est Debt Capital Market. Donc on est sur les marchés financiers. C'est ça aussi la particularité du DCM par rapport aux autres métiers de la dette. Totalement. Alors vous allez travailler 6 années, je l'ai mentionné, dans cette banque japonaise. Et puis en 2020, Olympe, vous réalisez un double retour. D'abord, vous revenez en France, à Paris, et ensuite vous retournez chez BNP Paribas, la banque de vos débuts. Pourquoi cette décision? Écoutez, décision purement personnelle. Après pratiquement 8 ans à l'étranger et un divorce, il était temps de rentrer à la maison. Voilà, le retour aux sources. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre équipe aujourd'hui au sein de la BNP Paribas? Tout à fait. Alors, comme je l'expliquais, je suis à cheval entre deux équipes. D'abord, ERI, Énergie, Ressources et Infrastructures, qui regroupe une centaine de personnes à travers l'Europe avec 3 pôles principaux. Paris, Bruxelles et Londres. Donc, on a des effectifs, cette centaine de personnes est répartie au sein de ces 3 pôles géographiques et qui fait spécifiquement de la dette. Ensuite, au sein du Low Carbon Transition Group, j'appartiens plus spécifiquement à une transversale, une verticale, pardon, c'est pas une transversale, c'est une verticale, qui s'appelle Transition Minerals, Metals and Batteries. Je couvre les batteries. Et au sein de ce Low Carbon Transition Group, les staffs sont product agnostiques. C'est-à-dire que la mission de cette entité est l'accompagnement des clients sur la transition énergétique, mais on a des profils issus du M&A, issus des financements, issus des private placement cost equity. Voilà, donc c'est une mission vraiment transition énergétique et qui est complètement product agnostique. Donc je suis un peu... Voilà. Quelles sont les principales missions de votre équipe? Alors d'abord peut-être l'équipe ERI,
et puis ensuite cette nouvelle verticale. Donc, je pense que les missions d'ERI ou les missions du Low Carbon Transition Group, bon, on les a un peu évoquées, mais mon rôle reste le même, que ce soit dans une équipe ou l'autre. Un profil de mon niveau de seniorité va devoir couvrir, je dirais, 3 aspects fondamentaux: l'origination, l'exécution et la formation. L'origination, donc c'est encore un peu un jargon financier, c'est le marketing. Donc c'est aller pitcher un client pour être sûr qu'on puisse participer à telle ou telle transaction, que ce soit en tant que conseil ou en tant qu'arrangeur. L'aspect exécution, j'y reviendrai un peu plus tard. L'aspect exécution, c'est vraiment le day-to-day d'un deal. Faire en sorte que, à partir du moment où on est mandaté, c'est-à-dire on nous donne la possibilité de participer à cette transaction, jusqu'au moment où les fonds sont déboursés. Qu'est-ce qui se passe dans tout dans tout ce laps de temps en interne pour une banque et donc pour moi. Et enfin la partie, donc là j'y reviendrai un peu plus tard, et enfin la partie formation, qui est finalement le coaching des juniors, avec un rôle de guider, d'expliquer et de donner le plus régulièrement possible des feedbacks constructifs. Alors justement, parlez-nous de votre rôle pour ces 3 missions que vous avez. Oui. Alors sur la partie donc je suis director. C'est un peu on va dire le rôle de chef d'orchestre. C'est-à-dire que sans son orchestre, c'est-à-dire sans ses juniors, 1 à 3 en fonction des transactions chez BNP, il ne se passe rien. Et sans le directeur, ou du moins les directeurs de la programmation des spectacles, il ne se passe rien non plus. Ces directeurs de programmation étant le client d'un côté et le management de l'autre. Le directeur va chapeauter donc ses juniors avec cet aspect formation, avoir un œil avisé sur tous les aspects du deal, notamment la due diligence technique, légale, de marché, les aspects de passage en comité de crédit quand on est arrangeur. Quand on est conseiller, on passe pas en comité de crédit. Le passage en comité de crédit et puis en général toute la documentation financière avant le déblocage ou débouclage, en fonction de comment on veut l'appeler, des fonds. Ça, c'est l'œil avisé, mais qui doit tout de même prendre un peu de hauteur et de recul, puisqu'il y a une très forte composante de gestion de la relation client et de gestion des dynamiques internes avec le management. Alors, le comité de crédit, c'est effectivement l'organe qui va décider si oui ou non la banque s'engage dans la transaction quand vous êtes en financement. Totalement. Qu'est-ce que vous préparez pour le convaincre? Comment ça se passe concrètement, en fait, ce passage en comité de crédit? Mais en fait, on s'appuie sur une due diligence, donc c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure, qui en général est composé de 3 volets très importants. L'aspect technique, donc pour comprendre tous les points clés de la construction de ce projet et la façon dont le projet va être opéré. La due diligence commerciale ou de marché, typiquement pour comprendre comment quel est le marché, sur quoi le produit final va être vendu, quels sont les débouchés de ce marché à 1 an, à 5 ans, à 15 ans. Nous, c'est de la dette long terme, donc c'est assez rare qu'on prête à moins de 8 ans. La moyenne va plutôt être du 12-15 ans quand même. Donc on comprenne bien les débouchés commerciaux. Et après il y a toute la due diligence légale qu'il faut vraiment comprendre, parce qu'on a une chaîne contractuelle absolument hallucinante. Et donc on doit s'assurer que les contrats sont robustes et qu'on peut se reposer dessus, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire mon Dieu, l'électricité, je n'en veux plus, merci, au revoir. Là, vous travaillez avec des cabinets d'avocats aussi, j'imagine, pour cette Donc, partie-là. on a des consultants externes. On se repose beaucoup sur les consultants externes, mais après, c'est nous qui nous faisons notre propre opinion. On prépare, on monte un dossier de crédit. Donc, on a un horrible papier de beaucoup, beaucoup de pages.
Et on se retrouve en face-to-face devant notre comité de crédit, notre management, et on discute à bâton rompu pendant 1 heure, en général, du dossier. En général, c'est un peu préparé en amont. On envoie le papier, on essaie d'envoyer le papier 48 heures avant. On a déjà des petites questions. Bon, les sujets sont quand même assez framés en amont. Hein. C'est pas, on arrive, je vous explique ce qui se passe. On a besoin de 150 millions de dollars. Donc, c'est quand même des sujets qui sont assez préparés en amont. Et donc, on a un oui ou un non. Si on a un non, c'est assez embêtant. On essaie de voir si on peut approcher notre client, lui dire, voilà, on a eu des conditions supplémentaires. C'est pas être aussi simple que ça. On a besoin de ceci, de cela. Enfin bon. Et puis, si c'est un oui, on retourne voir notre client. On attaque la phase de documentation financière. Donc là, c'est la partie legal. Donc, tout simplement, les facility agreements, donc les contrats de prêt. Exactement comme quand vous achetez une maison, il y a un contrat de prêt. Là, on a des contrats de prêt à tiroir de 250 pages avec des account agreements, avec des security agreements, avec des equity agreements. Enfin bon, voilà. Donc, c'est des shareholder agreements. Enfin bon. Donc ça, c'est un travail assez intense de négociation entre notre emprunteur, donc la société projet, et les banques. Combien de dossiers de crédit sont proposés chaque année en comité? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'en présente pas beaucoup parce qu'on a le financement de projet est particulièrement connu pour être très lent. Donc, si vous aimez le fast pace et closer des deals très régulièrement, il vaut mieux partir sur des financements LBO. Nous, il y a des phases de DD qui sont très longues, de plusieurs mois. Et les deals sont rarement closés en moins de 4-5 mois. Et la moyenne, c'est plutôt 8-9 mois, je pense. Et parfois, sur certains demandes de conseil, surtout liés à la transition énergétique, où tout est nouveau, on peut se retrouver 1 an et demi, 2 ans. Sur 10 dossiers de crédit présentés, combien sont acceptés, combien sont refusés? Alors, justement, sur les sujets de la transition, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas énormément de recul. Il y a des secteurs, le secteur renouvelable, typiquement, les financements éoliens. Ça fait 25 ans qu'on en finance des éoliennes. Donc, bon, les thématiques sont pas totalement les mêmes. Le secteur en lui-même ne représente plus de risques technologiques. Après, c'est les structures qui sont de plus en plus agressives, les demandes des clients qui sont de plus en plus farfelues, etc. Mais ça c'est c'est plus lié à de la pratique financière qu'au secteur en lui-même. Sur la transition, beaucoup de secteurs qu'on comprend mal et qui prennent beaucoup de temps. Notamment sur les secteurs des batteries, on a financé pas mal de choses. Ça prendra un peu plus de temps que prévu. Alors, ce secteur infra et globalement la transition énergétique, c'est en fort développement aujourd'hui. Quels sont les principaux moteurs de croissance de ce secteur? Alors, ils sont multiples, mais le moteur principal à l'heure actuelle est le changement climatique, dont un des piliers de lutte contre ce changement climatique est la transition énergétique. Tout l'enjeu. Alors, il y a un autre moteur, mais je vais pas tellement m'attarder dessus, puisqu'il me concerne un tout petit peu moins. C'est moins mon secteur d'activité. C'est la digitalisation de l'économie aussi, qu'on couvre beaucoup en financement de projets, à travers le financement de la fibre, à travers des tours télécoms, à travers les data centers. Bon. Pour revenir sur le sujet de la transition énergétique, l'enjeu actuel est de décarboner l'énergie et la mobilité en essayant de mobiliser au mieux le secteur public comme le secteur privé. C'est aussi toute la mission de ce fameux Low Carbon Transition Group qui est d'accompagner les clients ou prospects d'ailleurs vers du net zéro et encourager et faciliter les investissements green. Vous avez travaillé Olympe dans 3 géographies différentes, on l'a mentionné, États-Unis, l'Europe et l'Asie. Quelles sont les grandes différences culturelles dans la manière de concevoir le travail? Et si vous pouvez donner quelques exemples, on est preneur. Oui, alors en effet, grand écart, très différent.
Alors, très différent et semblable sur plusieurs points. Je pense que j'ai commencé par les États-Unis parce que c'était ma première expérience. Une culture un peu passive-agressive, même dans le travail, où en fait, le feedback peut être la façon de donner du feedback peut être très, très positif, comme assez négatif. C'est-à-dire que c'est, un jour vous êtes génial, quelques semaines après, la critique est très directe. Les Français ou les Japonais sont quand même beaucoup plus ronds dans la façon de donner du feedback. Après, c'est pas un mystère, mais c'est vrai que ils sont beaucoup moins rédactionnels dans leurs écrits. Donc que ce soit dans les emails, les documents Word qu'on doit soumettre aux clients en interne, que ce soit dans les PowerPoint presentations, etc. Donc c'est vraiment du short and efficient et on commence toujours par la conclusion. Donc ça c'est vraiment et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué également, c'est cette culture aux États-Unis du speak up, du stand out. You have to stand out, et qui est très imprégné et qui est enseigné dès tout petit et encouragé par les parents également. C'est-à-dire que il n'y a absolument aucune honte à dire quelque chose qui n'apporte absolument rien à un débat. C'est vrai que le but, c'est de se mettre en avant. Et c'est vrai que chez les Français ou chez les Japonais, on a ce fameux la parole est d'argent et le silence est d'or. Donc, on ne participe à une discussion, en tout cas, j'ai été élevée comme ça, on ne participe à une discussion que si vraiment on a quelque chose de très intéressant à dire, sinon se tait. Chez les Américains, ce n'est pas du tout comme ça. Il faut absolument trouver le moyen de dire quelque chose, même si finalement ça n'apporte pas grand-chose à la discussion. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, ça incite à puiser en soi d'autres choses et de développer un peu des soft skills. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Alors j'aimerais aborder maintenant, Olympe, une thématique un peu d'actualité dans le secteur de la corporate finance. En effet, la corporate finance est un domaine encore très majoritairement masculin. À votre avis, pourquoi les femmes sont-elles tout simplement moins présentes, beaucoup moins présentes dans ce secteur que les hommes? Alors, il y a 2 facteurs, attraction et rétention. C'est-à-dire que attraction, donc on part du début. Je pense que historiquement, les métiers de la finance ont et continuent, on va dire, à moins faire rêver les femmes. Il y a cette espèce d'image dure, d'un environnement assez dur et très masculin, donc un peu macho, qui, je pense, n'a pas suscité beaucoup de vocations. Donc je pense que l'image du secteur est en train de s'adoucir. Ça prend du temps, mais je pense que c'est quelque chose qui évolue. Et sur l'aspect rétention, on constate quand même un décrochage entre 35 et 45 ans, particulièrement. Donc on a beaucoup de ressources. La parité est pas si compliquée finalement à atteindre que ça. Sur des ressources juniors. Mais là où le décrochage vraiment se crée, je trouve, c'est entre 35 et 45 ans. Enfin, c'est des constats assez, assez publics, on va dire, et partagés, qui sont quand même souvent liés à la volonté de fonder une famille. Et la réalité, c'est que les femmes sont encore plus impactées dans leur carrière que les hommes par l'arrivée d'un enfant. Voilà. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de femme en corporate finance? Est-ce que vous avez ressenti, vous, cette dureté, ce machisme peut-être dans votre carrière ou pas du tout? Je pense que quel que soit le secteur d'activité et le domaine professionnel, il faut rester très vigilant et il faut absolument lutter contre ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, c'est-à-dire des petites remarques, des petites blagues, des petits préjugés. Du style? Du style, la machine à café,
les nanas sont en train de gossiper, ce genre de remarques, ça c'est du sexisme ordinaire. Parce que les femmes, elles bavassent, voilà. Donc ça, c'est du sexisme ordinaire, et ça, il faut absolument lutter contre, tout en, bien évidemment, ne pas tomber dans des excès. Et rester quand même vigilant à ne pas tout prendre trop personnellement. Certaines remarques auraient tout à fait pu être dirigées à un homme aussi. Donc il faut quand même arriver à faire suffisamment la part des choses. Pour revenir à moi, même s'il y a eu des petits, parfois des petites remarques ou des choses dont j'aurais pu me passer, je pense quand même d'avoir bénéficié de beaucoup de bienveillance dans ma carrière. D'ailleurs, sur ce sujet, il y avait une différence entre les différents pays dans lesquels vous avez travaillé? C'est une bonne question. Je pense qu'il y avait des différences aussi parce que c'était des époques différentes. C'était des époques différentes. Donc, on va dire que... Alors, c'était des époques différentes et mon profil, bien évidemment, est passé de junior à senior progressivement. Donc, j'aurais du mal à... Je trouve que la comparaison est un peu difficile. Voilà. Les filles postulent aujourd'hui beaucoup moins que les garçons pour des stages et des CDI en finance. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces jeunes femmes pour les inciter à postuler davantage? Mais que la finance est sexy aussi, hein, qu'on est dans un environnement stimulant et challenging, et que tout est entendable. Tout est entendable, et que les corporates sont désormais là pour comprendre les besoins et les impératifs personnels et familiaux de tout le monde. Après, pour ma part, c'est vrai que comme on le disait, je travaille sur des sujets qui me plaisent énormément. Donc, si on a la possibilité d'approcher la transition énergétique et si elle fait du sens pour la personne en question, c'est intéressant d'avoir un impact. Alors précisément, vous parlez des entreprises qui prennent en compte ces enjeux. Quelles sont les actions qui sont mises en place par BNP Paribas pour attirer plus de jeunes femmes à l'entrée, et aussi pour les garder, pour les retenir dans la durée au niveau senior? Alors, je pense que de manière générale, les corporates quand même ont pris conscience qu'il fallait essayer d'aider les femmes à rester en poste, avec des postes à responsabilité, et en essayant de maintenir quand même un équilibre décent, cohérent entre une vie professionnelle et une vie de famille. Certaines entreprises, ce que je trouve assez fabuleux, ont fait des paris de crèche d'entreprise, typiquement. Après, il faut aussi souligner que le télétravail a beaucoup aidé à assouplir les agendas et les emplois du temps familiaux. Je pense que c'est une aide très précieuse également. BNP fait partie de ces banques où il y a encore 2 jours de télétravail. Donc ça, ce sont 2 jours obligatoires. Donc voilà. Alors bon, après, il y a quand même une flexibilité. Bon, ça reste... le modèle reste un peu souple. Mais voilà, on est quand même très largement incité à prendre ces 2 jours. Le sujet gender diversity est vraiment un sujet de tous les jours. Il y a des KPI en interne assez forts et beaucoup d'initiatives et des soutiens. On a aussi beaucoup de formations et de e-learning sur les sujets de préjugés, stéréotypes, recruter sans discriminer, l'égalité, l'inclusion, et des soutiens concrets aux salariés et ES.
Vous avez mentionné au début du podcast que vous étiez une jeune maman. Justement, c'est une période qui peut parfois être difficile pour l'équilibre vie pro, vie perso. Comment ça s'est passé pour vous? Mais justement, BNP m'a permis de prendre un long congé maternité déjà. C'était mon premier enfant, donc j'étais très contente de pouvoir m'arrêter. Je l'avais jamais fait dans ma carrière. Donc c'est vrai qu'à partir de mon année de césure, j'ai jamais eu plus de 2 semaines ou 3 semaines de break dans ma carrière. Donc j'ai pris 7 mois et complètement payé. Donc ça, c'est quand même une chance d'être dans une banque qui laisse autant de temps tout en retrouvant son poste, ses deals, son équipe. Donc c'est évident que ça a permis d'avoir un enfant dans un cadre assez serein. C'est évident. Qu'est-ce qui pourrait être fait, qui n'est pas encore mis en place par les entreprises pour encore favoriser la féminisation des effectifs? Alors c'est un vaste sujet, mais c'est vrai que même si, comme je le disais, je pense que beaucoup de réalisations, après le passage à des actions plus concrètes et surtout plus répandues et plus systématiques, voilà, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Les mentalités doivent changer. Je pense que ce qui est important, ça dépasse vraiment le cadre du corporate. C'est la lutte contre les inégalités et pour la parité est vraiment le problème de tous et des hommes en particulier. Je pense qu'il y a un disconnect important, ne serait-ce que sur les congés maternité et paternité. Je suis intimement convaincue que si les hommes avaient beaucoup plus de congés paternité, voire le même temps, comme en Espagne, de congés paternité, on n'aurait pas cette distorsion au travail et à la maison. Alors j'en viens maintenant à une autre thématique qui intéresse aussi particulièrement notre audience, ce sont les recrutements. Les recrutements chez BNP Paribas qui attirent évidemment chaque année de nombreux étudiants et jeunes diplômés. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez un bon candidat ? Alors, sur les compétences professionnelles, je vais pas trop m'y attarder parce qu'en général, il y a des job descriptions qui disent parfaitement ce qui est recherché. Et puis en plus, ça dépend un tout petit peu des niveaux de seniorité. Et puis, est-ce que c'est pour le summer? Est-ce que c'est pour le grade? Est-ce que c'est généraliste? Mais ce qui est important pour nous quand on recrute un candidat, on a envie. Franchement, je le dis très franchement, moi, que je veux quelqu'un de sympathique. Franchement, c'est très important, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui a envie de travailler avec les autres. Et l'esprit d'équipe, on dit toujours esprit d'équipe, mais c'est vrai, on le sent. Il faut que la personne ait envie de travailler avec les autres, que cette personne ait envie de communiquer, envie de s'insérer. Et de là découle beaucoup de choses. Découle la curiosité intellectuelle, la facilité d'approche, la communication. Donc, voilà, c'est un peu les grandes lignes, on va dire. Quels seraient vos conseils pour les futurs candidats qui nous écoutent, qui vont postuler chez BNP et peut-être même dans votre équipe? Non, écoutez, je pense que je l'ai un peu dit déjà au début et je vais probablement me répéter, mais voilà, il faut postuler, il faut faire beaucoup de veille sur les différents sites internet, sur le Career Center de la banque en question, parce que bon, ça peut être BNP ou notre banque. Il y a beaucoup de choses qui sont postées. Il faut rester très attentif aux dates limites pour postuler, à bien lire la façon dont vous devez postuler, puisque en fait tout ça passe par des machines initialement qui vous disqualifient si vous n'avez pas coché la bonne case. Donc il faut rester très vigilant sur la façon dont vous postulez, postuler à différentes choses et ne pas hésiter, comme je le disais, à approcher les gens, à se renseigner sur telle et telle équipe, regarder sur LinkedIn qui fait quoi, envoyer des messages, déduire des adresses mail et envoyer des adresses mail directement, demander des cafés, des discussions. Voilà, c'est important. Très proactif. Très proactif. Vous recrutez combien de stagiaires dans votre équipe, Olympe?
Alors, c'est une bonne question. Je crois qu'on a 4 stagiaires sur 3 vacations différentes dans l'année. Je crois qu'on a un apprenti et on reçoit 2 grades. Donc, il y a quand même des opportunités de recrutement dans votre équipe. Les opportunités ne manquent pas. N'hésitez pas à bien écouter le podcast, bien le réécouter et postuler dans l'équipe d'Olympe. Maintenant, j'en viens à ceux qui sont déjà en poste chez vous. Vous êtes directeur, donc vous l'avez dit, un rôle de formation, d'encadrement des juniors. Qu'est-ce que vous attendez, vous, chez vos jeunes collaborateurs ? Vous l'avez dit, proactivité. Mais j'aime bien le duo proactivité et agilité. C'est vraiment important. L'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative. C'est un bon combo qui devrait bien faire l'affaire. J'en viens Olympe maintenant à la fin de ce podcast, mais il reste une partie qui est souvent très attendue par notre audience. C'est le quiz du Career Insight. Alors, les règles sont très simples. Je pose des questions courtes et vos réponses sont aussi très courtes. Très courtes, d'accord. Le message est compris. Un mot pour définir BNP Paribas. À l'écoute. La principale qualité pour travailler dans vos métiers en financement. Agilité. La question que vous aimez poser en entretien. Et alors, des passe-temps ? La réponse que vous détestez entendre en entretien. Je suis pas sûre. Votre meilleur souvenir professionnel. Northvolt. Votre pire souvenir professionnel. Donc ça, je peux pas le citer. Je ne peux pas citer le nom du client, mais c'était un client oil and gas il y a plusieurs années qui s'est avéré très dur. Le plus beau deal que vous avez réalisé. Alors très controversé, parce que c'est un nom qui a beaucoup de problèmes en ce moment, mais je leur souhaite tout le bien du monde, Northvolt. Le deal le plus difficile que vous ayez eu à gérer dans votre carrière jusqu'à maintenant? Alors, c'était pas vraiment un deal difficile à gérer, mais c'était un deal intellectuellement très difficile à Provence Grand Large. Une éolienne au large de Marseille. Le client qui vous a le plus impressionné? British Petroleum. Pourquoi? C'est une bonne question, mais c'était... J'ai rarement vu des négociations menées si fermement, mais si facilement, en fait. Enfin, c'était très ferme, mais c'était très fluide. Oui, très fluide. Très fluide. Ils ont réussi à embarquer les banques, les lenders. Il y avait très peu de marge de manœuvre, mais tout en étant très doux. C'était très particulier. L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si ça vaut particulièrement la peine d'être partagé, mais c'est quelque chose que je dis pas beaucoup, c'est que j'ai dû écourter mon VIE, ce qui arrive pratiquement jamais, visiblement. Et quand je l'ai dit à mon manager à New York, que je devais écourter de 3 mois, ils connaissaient même pas la procédure. Et les HR non plus, parce qu'ils avaient jamais confronté au cas. Mais c'est vrai que comme j'avais été débauchée par SMBC, et SMBC m'avait donné une date butoir pour démarrer, donc j'ai pas eu le choix. Le conseil que vous donneriez à la plus jeune Olympe Lavergne qui étudiait à l'EDEC au début des années 2010? Work hard, but worry less. Merci Olympe. Merci beaucoup Guillaume. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Career Insight. Pour retrouver les précédents épisodes du Career Insight, mais aussi de notre autre podcast, Chose au Career, rendez-vous sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité de ces métiers et à vous abonner à la plateforme TrainingNew si vous cherchez un stage ou CDI pour booster votre préparation.